Alors, bon matin à tous. Béatrice Noël avec vous sur la scène violet, sur le Purple Stage. Je vais être avec vous toute la journée sur cette scène. On commence tout de suite ce matin avec deux conférences, celle de 10h30 et celle de 11h30 également. Je vous rappelle qu'en après-midi, on va avoir des speaker talent, certains talents qui vont nous parler soit en duo ou en solo. Alors, on commence tout de suite avec une question bien intéressante qui, j'espère, va vraiment ouvrir des discussions. Le métaverse, est-ce que c'est un nouveau paradis des pirates et des contrefacteurs? Pour parler de ce sujet, nous avons la chance d'avoir des conférenciers. Je vous les présente à l'instant. Nous avons Maître Toufik Adloudi, qui est avocat et cofondateur de Reno Co. et de Luca Terry, l'un des principaux cabinets d'avocats spécialisés en blockchain et en crypto d'Amérique du Nord. Bonjour. Nous avons également Maître Camille Demange, partenaire et fondateur avocat de CDO Avocats et également enseignant à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne et de l'École de management des industries créatives. Bonjour, Maître Camille. Et le dernier, mais non le moindre, M. Drew Stewart Dorwheeler, directeur général responsable de la pratique de l'évaluation et directeur des opérations asiatiques de la société IGW Co. Et pour mener la conversation, nous avons nul autre que notre modératrice, Mme Mélanie Bénard-Crozat, rédactrice en chef et directrice associée de la revue Security and Defense Magazine et également de Esprit.com. Elle est également présidente du International Digital Peace Funds, qui est une fondation œuvrant pour un numérique de confiance et de la cyberpaix. Alors, place à la discussion pour les 45 prochaines minutes. À la fin, si le temps nous le permet, on prendra quelques questions. Vous allez être invité à venir au micro juste au centre ici, mais je viendrai vous préciser dans l'ordre que nous allons procéder. Mélanie, à toi. Merci beaucoup, cher maître de conférence. Merci d'être avec nous. Merci à tous de rester. Pour ceux que j'ai eu le plaisir d'avoir sur la scène précédente avec nous, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette session sur le métaverse. Alors, on en parle beaucoup. On va revenir d'ailleurs avec nos invités sur cette définition de ce buzzword du moment. Qu'est-ce qu'il se cache derrière? Il y a évidemment beaucoup d'opportunités, mais il y a aussi évidemment des opportunités pour les cybercriminels quelque part qui trouvent dans ce métaverse une nouvelle opportunité de développement. Alors on va revenir sur les typologies de fraude par exemple qui peuvent s'opérer. Comment est-ce qu'ils arrivent et comment trouvent-ils effectivement presque ce paradis de pouvoir se cacher derrière ces avatars et de pouvoir opérer dans un univers virtuel qui aujourd'hui n'est pas ou finalement très peu régulé, et donc on voit effectivement qu'on pourrait très facilement tendre vers ce qu'on pourrait appeler un Far West du métaverse. Et l'idée, évidemment, n'est pas d'en arriver là, mais comment y parvenir sans pour autant, je le disais, freiner toutes les opportunités que peut représenter ce métaverse. Alors, notre cher maître de conférence vous a présenté, a évoqué effectivement vos différentes fonctions, et je vous propose, comme on n'a finalement que 45 minutes, qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, peut-être avec vous, Toufik, pour redéfinir. Alors, on peut le faire en français, on peut le faire en anglais. Vous pouvez répondre dans les deux langues sur une même question si vous le souhaitez, puisque notre public a une traduction simultanée. Donc, tout cela est facilité pour chacun d'eux. Concrètement, le métaverse, on parle de quoi? Quelle est la définition qui se cache derrière ce buzzword? Oui, salut. Donc, en fait, pour moi, je trouve que la définition du métaverse, c'est l'augmentation de l'information qui était transmise par un moyen numérique. Vous êtes en fait déjà dans un métavers. Quand vous faites une Zoom, ça, c'est pas la vérité. Vous n'êtes pas devant cette personne-là. L'audio que vous attendez, c'est pas l'audio qui existe dans la même salle que vous. Avec le métavers, en fait, on a une augmentation de l'information qui a été transmise en deux parties, y compris une transmission de valeur. Et une transmission de valeur, c'est le pierre principal de la valeur de la blockchain. Et quand je parle du métavers, je parle de la métavers qui comprend la blockchain. Parce qu'il y a quand même des métavers qui sont des métavers 3D, qui sont importants, et on peut en parler quand même, mais il y a aussi des métavers qui comprendre une espèce de blockchain où les gens peuvent faire affaire, transiger, acheter, vendre et en fait échanger de la valeur dans une façon virtuelle. Nous, quand on fait une conférence de Zoom, ça c'est une conférence métavers.
Mais si on fait une conférence de Zoom dans le métavers comme on le voit avec Spatial, par exemple, qui était une application où vous pouvez faire des conférences avec, ça c'est quelque chose dans mon cabinet. En fait, on a une salle de conférence, puis on fait des conférences à l'intérieur de cette salle de conférence de temps en temps. Nous pouvons avoir en fait plus d'interactions, plus d'informations qui étaient échangées entre les gens qui se trouvent dans la salle de conférence. Y compris, par exemple, sur Zoom, si vous voulez dessiner quelque chose comme sur un whiteboard, vous ne pouvez pas le faire dans une façon qui est facile. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans la métavers. Ça, c'est l'augmentation d'informations qui était transmise sur un moyen numérique. D'autres choses, c'est qu'on a le langage non-verbal qui peut être aussi capturé par ce nouveau moyen de communication. Donc, pour moi, le métavers, c'est juste une continuation de la façon que l'humanité communiquera dans l'avenir. Et ça, c'est une chose qui vient historiquement par le Code de Maurice jusqu'à aujourd'hui. Alors Camille, est-ce que vous partagez la vision de Toufik sur cette dimension du métaverse? Il a parlé de NFT, alors on entend parler blockchain, aussi il y a les jumeaux numériques, bref, beaucoup de terminologies qui se juxtaposent. Quand on n'est pas un expert, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Quelles sont les caractéristiques de ce Web 3? Comme Toufik vient de le dire, en fait, il n'y a pas un métavers, mais des métavers. Donc, en fait, c'est la première appréhension en fait qu'on peut avoir en fait de ce concept qui a émergé. En fait, vous avez parlé de buzzword et c'est assez exact, puisqu'avant tout, c'est un concept marketing qui englobe plusieurs technologies immersives, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Des jumeaux numériques, on reviendra en fait sur cette notion. Donc on a des projets très différents des uns des autres qui se réclament tous du métavers. Pour autant, certaines caractéristiques peuvent venir circonscrire cette notion de métavers. Les métavers sont intéressants parce qu'ils proposent un rapport à l'espace, au temps et à l'économie en fait, de manière bien particulière. Le rapport à l'espace tout d'abord. Les métaverses transportent l'utilisateur dans une immersion virtuelle tridimensionnelle au moyen d'un avatar. Ensuite, le rapport au temps, peu importe que les utilisateurs soient connectés ou non, cela influe peu sur la temporalité d'un monde qui continue d'exister et de vivre par lui-même. C'est pour ça qu'on parle d'espace persistant. Un espace partagé et persistant. Enfin, le rapport à l'économie dont Toufik a parlé, c'est que les métavers peuvent développer un modèle économique qui leur sont propres en mobilisant des technologies de blockchain, de NFT, ou même en facilitant la création d'actifs immatériels ou d'actifs virtuels. Donc on voit à travers ces caractéristiques principales des lignes de fond qui permettent de circonscrire davantage cette notion de métaverse. Pour autant, il y a plusieurs visions qui cohabitent en fonction des plateformes de métaverse, donc de ces opérateurs économiques, puisque les métaverses sont opérés principalement par des plateformes, donc des services de communication au public en ligne ou des logiciels. Certaines plateformes considèrent en fait et envisagent le métaverse comme une photo figée d'une réalité physique, à l'instar de ce que propose Meta ou la plateforme Roblox. D'autres, au contraire, envisagent le métaverse comme une photo d'une réalité évolutive, synchronisée en temps réel avec le monde qui nous entoure. Et cette synchronisation avec le temps réel, elle est possible grâce aux jumeaux numériques, qui sont des représentations numériques d'objets du monde réel. Et c'est une vision qui est partagée par Microsoft, notamment, Niantic, Epic Games, par exemple. Alors le thème de cette session, c'est est-ce que le métaverse est un nouveau paradis ou va-t-il devenir le nouveau paradis des pirates, des contrefacteurs, globalement des criminels? Mais alors derrière la catégorie des criminels, il y a, je dirais, beaucoup de caractéristiques, de typologies dont on peut parler. Toufik, est-ce qu'on peut évoquer de quel criminel parle-t-on là concrètement? Oui, d'abord, moi, je suis un peu contre le prémisse que le métavers va devenir un paradis pour la criminalité.
puisque toute nouvelle technologie peut en fait être utilisée pour des criminels. Un bel exemple, c'est dans les 50 aux États-Unis, ils ont passé une loi qui s'appelle le Wire Act. Le Wire Act, en fait, c'est une loi qui était une réaction sur le fait que aux États-Unis, il y avait beaucoup d'utilisateurs qui utilisent le téléphone pour placer des paris dans une façon virtuelle ou à distance. Donc oui, c'était pour les polices à l'époque, comment ils ont arrêté ces types de gens-là, c'est qu'ils peuvent aller chercher un mandat puis cogner sur une porte pour récupérer et trouver les actes et les criminels. Mais ils ont essayé d'utiliser une nouvelle technologie qui était le téléphone à l'époque pour faciliter leur travail. Donc, je pose la question, est-ce qu'on va arrêter d'utiliser le téléphone parce que les criminels le trouvent plus facile de faire leur criminalité avec le téléphone? Non. Mais en réalité, avec le métavers, il y a quand même des pratiques qui devraient être développées par les gens pour se protéger. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est, en fait, à cause du fait que la blockchain, surtout, et il y a quand même des plateformes de métavers qui sont décentralisées, mais pas toutes, ça crée une interaction peer-to-peer, comme on l'appelle en anglais. Et cette interaction va mettre le fardeau sur vous pour vous protéger et pour vous protéger bien dans le nouveau monde du métavers. La bonne nouvelle, c'est que la crypto-monnaie, en fait, c'est vraiment difficile à être fraudé si vous pratiquez ces types de pratiques en crypto-monnaie. La crypto, ce n'est pas quelque chose anonyme, c'est pseudonyme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je connais que vous êtes lié avec une clé publique, c'est comme je peux voir votre compte de banque. Et je peux même voir toutes les transactions que vous faites. Et avec la technologie en ce moment, même avec les mixers, il y a la technologie qui existe où, en ce moment, nous pouvons trouver où l'argent a été envoyé, même par un mixeur. Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire, c'est que, en fait, c'est beaucoup plus sécuritaire en matière de protection de vos biens que du cash. Et en plus, la seule chose que vous devrez savoir, c'est les meilleures pratiques de comment interagir dans le monde de métavers. Dès que vous réalisez c'est quoi ces meilleures pratiques-là, et ça, c'est des choses qu'en ce moment, chez les polices ou chez d'autres gouvernements, c'est inconnu, ces types de pratiques. Mais si vous êtes impliqué dans le mode de métavers, dans le mode de crypto-monnaie, ça, c'est quelque chose qui est bien connu parmi tous les utilisateurs. Et c'est vraiment votre responsabilité, si vous voulez impliquer dans cet espace, de vous former sur ces meilleures pratiques. Alors, on reviendra bien sûr tout à l'heure sur cet aspect de sensibilisation, de mieux maîtrise, de responsabilité aussi. Vous l'avez évoqué, puis quelque part le sujet de la régulation, de la réglementation de cet espace. Et là, on voit que les polices au niveau international, évidemment, s'intéressent à la question. Interpol est rentré dans le métaverse, on l'a vu, ils ont communiqué sur ça. Donc, ça suscite évidemment des questions. On va y revenir, mais peut-être, Drew, évoquer avec vous that we are talking about metaverse and the paradise for criminals. Why it is presumed that the metaverse would be a breeding ground for criminals? Well, You have to use the micro just to speak like this. perfect. Yes, Okay. because they are not I thought it was on. listening. Okay, perfect. Well, it's again quite a salient question that is why that's presumed. I would say first and foremost the the metaverse probably no different than the real physical world in terms of our world that we're accustomed to. The physical world is a breeding ground for criminals. So we're the same types of fraud that
we see all around us, have for years, that's going to be persisting in the metaverse. Why is there a particular apprehension around the metaverse? Why it might be perceived as a breeding ground for criminals, as dangerous, be careful, don't get involved. It's because it's new and it's human nature. Let's go back 20 years, 25 years to the internet. I'm old enough to remember the same apprehensions about that. People, it's going to attract criminals, and sure it does. Absolutely. Just like Tufik was saying, telephones. It doesn't mean you should shun this, refrain from the activity. There's a lot of great reasons to engage in it, but again, it's all about, in my book, personal responsibility. It's up to you, whether individuals or businesses operating in the metaverse, to protect themselves against fraud. But sure, we're going to see all sorts of the same types, whether it be, and have seen. It's not even like looking down the road. They're already happening. There's counterfeit NFTs, identity theft, intellectual property theft. Problems with licensing transactions, service agreements. I think most of us know that real estate. A lot of money is being spent for metaverse real estate, but there have been, especially in terms of renting, there have been some problems with that. You don't know who you're renting from, and counterfeits. I mean, just like in the real world, you have to be very, very wary of your IP, how it might be stolen, and take steps to prevent that. Which specific crimes or fraud the metaverse would susceptible to? Okay. Well, again, I would say that pretty much, for starters, pretty much every type of fraud that we see here in the physical world. One that I would say particularly, though, would be heightened in the metaverse is the fact that when you're working or operating your avatar, unlike social media, most social media, you have access to who you're connected with, who your friends are, what your network is. In the metaverse, typically, your avatar will interact with anyone. You don't know who you're interacting with, so that creates particular challenges. So that's something significant. On the other hand, being a big believer in blockchain and crypto assets and NFTs and things like that, in the physical world, sure, great advances have been made, but people are still not, unfortunately, transacting with using these vehicles of exchange. In the metaverse, it's predicated on this, so we're forced to do that, and I think, again, that provides a certain security in terms of transactions. Camille, on évoquait à l'instant donc les différentes fraudes et puis Tufik nous donnait son avis finalement sur le titre même qui a été choisi pour cette session. Quel est votre avis? Est-ce que le métaverse peut devenir finalement ce paradis pour les criminels et surtout que peut-on faire pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas? Alors, je rejoins le positionnement en fait de mes collègues. C'est que aujourd'hui, en fait, le métaverse n'est pas une zone de non-droit. Dans le métaverse, on a du coup en fait des plateformes qui sont des opérateurs économiques et qui ont une responsabilité qui est encadrée par des textes et des règlements en vigueur. On en a parlé lors des sessions en fait nombreuses hier. En fait, aujourd'hui, cette responsabilité des plateformes, elle est de plus en plus encadrée, notamment en Europe avec deux textes qui sont extrêmement importants. Le Digital Services Act et le Digital Marketing Act, qui viennent renforcer encore plus la responsabilité des plateformes, qui ont un certain nombre d'obligations, notamment en fait en termes de signalement, de retrait en fait de contenu litigieux suite à des notifications de contenu illicite en fait sur les plateformes. Ces plateformes sont également responsables de traitement puisqu'elles collectent et traitent un nombre de données personnelles en fait extrêmement conséquent. Donc au regard de leur qualité, elles ont un certain nombre d'obligations qui s'imposent à elles.
Donc on voit bien, en fait, ces opérateurs sont encadrés par une législation qui existe bel et bien. Donc on ne peut pas dire que c'est une zone de non-droit, un Far West à proprement parler, bien qu'il y ait un certain nombre de difficultés en fait en la matière, mais on pourra y revenir ultérieurement. Ensuite, il y a la question des utilisateurs, en fait, Drew l'expliquait. Ces utilisateurs qui agissent par l'intermédiaire en fait d'un avatar. À leur initiative et qui est sous leur contrôle, vont engager leurs responsabilités personnellement, tout comme dans le monde physique. Sur le plan civil, les utilisateurs en fait, sont responsables des transactions qu'ils concluent dans le métaverse. Cela signifie que le droit des contrats en fait, va rentrer pleinement en application, tout comme le droit de la consommation, si on est dans une relation de l'utilisateur business to consumer. Sur le plan pénal, les infractions commises en ligne, comme la fraude, l'escroquerie, le harcèlement en ligne, la diffamation ou encore même la contrefaçon, vont être sanctionnées de la même manière que pour des infractions physiques, sous réserve, en fait, bien évidemment, en fait, que l'infraction en fait, soit caractérisée. Donc on est en fait un élément en fait, légal, matériel et intentionnel qui permettent vraiment de caractériser cette infraction. Donc pour répondre à votre question, en fait, de mon point de vue, en fait, le métaverse en fait, n'est absolument pas en fait, une zone de non-droit, bien qu'un certain nombre de difficultés en fait, dans l'exercice en fait, de ces droits peut exister. Drew, how might metaverse can be protected and prevented the fraud in metaverse? Well, again, prevention is everything in any types of fraud, both in the metaverse and the physical world. But for example, one metaverse-specific problem that we're starting to see is the counterfeiting of NFTs. And oh, perfect. Okay, okay. It's one problem we're seeing in the metaverse is, in particular, is the counterfeiting of NFTs. And again, as I think we're all aware, some of these NFTs, I mean, they're being purchased for hundreds of thousands, if not millions of dollars. So there has to be some due diligence performed, in terms of ensuring the veracity of, is this really an NFT versus somebody, taking a digital copy? And, one simple way is just, look online and see if the same supposedly non-fungible, unique item is being sold in a number of areas and by different supposed individuals, avatars, what have you. That's something that, again, you don't want to be in the wrong end of that. Also, more traditional, I mean, in the metaverse, we have wallet breaches and thefts of crypto assets. So again, cybersecurity, it remains paramount in terms of blocking that. And even one area that, as the metaverse inevitably becomes more well utilized, is the potential for fraud occurring between the metaverse and the real world. Like, what I mean by that, for example, soon enough, I'm sure in a year or two, many of us are going to be purchasing goods in virtual stores in the metaverse, but having them delivered physically to our homes or offices. And in that metaverse physical world link, there are huge potentials for fraud. Maybe you'll never get those goods. So again, huge questions there, huge opportunities for fraud, but also opportunities for cybersecurity professionals to prevent that fraud from happening. Toufik, sur la question de la responsabilité, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui change concrètement dans ce monde virtuel décentralisé sur qui porte la responsabilité? Mais en fait, quand j'utilise le mot responsabilité, c'est une responsabilité personnelle qu'une responsabilité légale. Je trouve que la responsabilité légale est un peu plus partagée parmi les plateformes et aussi l'interaction qui s'en vient avec l'acte de criminalité. Mais c'est plus que si je veux, par exemple, acheter une NFT sur le métavers, avant de l'acheter, est-ce que je peux regarder et voir c'est quoi la
portefeuille qui a généré l'NFT pour regarder si c'était la même portefeuille qui a généré tous les NFT qui sont connus comme réels. Ça, c'est quelque chose qui est facile à faire. Et même si ça se complique un peu avec beaucoup d'échanges, ça peut être... Il y a des services qui existent en ce moment qui vous aident avec ce type d'analyse de la blockchain. Donc, c'est ce type de responsabilité de regarder et de faire affaire dans des façons qui te protègent. Une autre façon de le faire, c'est que c'est quelque chose qui arrive souvent, c'est des types de SIM swiping. Ça, c'est où c'est vraiment facile ces jours-ci d'aller prendre une nouvelle SIM, appeler votre proviseur de téléphone, dire moi je suis blabla, j'ai perdu mon téléphone, puis de prendre l'information de cette personne-là et d'interagir comme vous êtes telle personne. Donc, c'est important de faire des choses qui demandent plusieurs points de touche avec cette personne-là. Si vous textez sur Telegram, peut-être faire une vidéoconférence avant que vous fassiez un échange, en faisant un test et en regardant la portefeuille, si la portefeuille est complètement nouveau ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé de plus en plus ou qui a eu plusieurs transactions auparavant. Et au niveau de la responsabilité sur les policiers et sur leur responsabilité à vous aider quand quelque chose arrive, ça c'est quelque chose où j'ai beaucoup d'expérience avec. Ça fait à peu près 10 ans que je travaille en crypto, 5 ans je travaille comme avocat en crypto. Puis il y a plusieurs fois que moi, les gens ont essayé de me frauder, puis que mes clients ont été fraudés aussi. Puis je trouve la chose qui m'embête le plus, c'est que il y a tellement des problèmes juridictionnels et le crypto et le métavers est tellement global que c'est vraiment difficile à trouver quelqu'un à vous aider. Ça arrive souvent, je ne dis pas une ou deux fois, plusieurs fois, chaque fois que ça arrivait à nous, où on appelle la police dans la juridiction du victime, c'est pas nous. Et on appelle les polices dans l'autre juridiction et c'est pas nous qui sont responsables. Fait que si nous voulons vraiment aider les gens aussi, quand quelque chose arrive, les policiers devraient faire une espèce de standardisation ou un protocole où ils travaillent ensemble pour essayer de combattre ce type de fraude. C'est pas tellement difficile. Je sais que les policiers trouvent ça difficile à trouver. Il y a des compagnies en ce moment, comme j'ai expliqué, ils peuvent vous donner un paquet de preuves qui démontrent toutes les transactions qui ont eu lieu sur la blockchain et où l'argent est à un moment. Fait qu'en fait, ils facilitent votre vie et c'est pas trop difficile de faire un arrêt avec ce type de travail parce qu'il y aura un moment où l'argent doit passer par un off-ramp, où l'argent de crypto devrait être converti en fiat. Et sur ces plateformes-là, ils ont souvent une obligation de KYC. Et dès que vous pouvez faire un mandat contre ces plateformes-là, vous pouvez avoir l'identité de ces gens-là et de quand même récupérer l'argent pour aider les victimes. Donc, je fais appel à les policiers à la salle, puis de vraiment prendre la charge et prendre le leadership pour essayer de soulever ça ensemble, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, ça m'embêtait pour plusieurs années. Et une dimension évidemment internationale, ce que vous disiez, un problème global, donc c'est évidemment à l'échelle de la coopération internationale où cela se jouera, puisque là encore une fois, il n'y a pas de frontières dans cette fraude à la crypto, cette cybercriminalité. Camille, peut-être qu'on peut évoquer avec vous, quand on pense métaverse, il y a évidemment un enjeu de contenu, de création très très importante. Alors on l'a vu, notamment les marques du luxe qui vont beaucoup dans le métaverse, et donc là il y a évidemment la question de la propriété,
traiter de la protection de ce contenu, protection des propriétés, protection de l'image aussi, de la réputation. J'ai échangé il n'y a pas très longtemps avec la principauté de Monaco sur ce sujet parce qu'ils craignent que l'image de la principauté soit notamment usurpée dans ce monde du métaverse. Donc ils travaillent aussi sur ça. Comment est-ce qu'on aborde ces questions-là? Quels seraient presque les conseils que vous pourriez donner? Comment le droit peut aider à cette protection dans le métaverse? Alors le droit va être un allié utile et fortement recommandé justement pour appréhender ces nouveaux enjeux. Et les juristes, les avocats en fait sont challengés en fait au regard en fait de ce monde qui se construit devant nous. Aujourd'hui, en fait, la question de création de contenu, en fait, elle est clé puisque ces plateformes, en fait, se nourrissent de manière assez abondante, en fait, de contenus qui sont générés ou créés par les utilisateurs eux-mêmes. Avant même, en fait, d'exposer ces contenus sur ces plateformes, il faut tout d'abord, en fait, connaître les droits dont on dispose. C'est un préalable en fait qui paraît en fait très basique, mais qui est pourtant extrêmement important, puisque comme on l'a vu en fait, les plateformes en fait sont très différentes les unes des autres. Elles ont des politiques qui certes sont en phase avec les lois et les règlements en vigueur, mais ce qui est à l'œuvre en fait c'est du droit contractuel. Donc ce qui va lier avant tout en fait l'utilisateur et la plateforme, ce sont des conditions générales d'utilisation et des conditions de licence associées. Donc il y a un premier passage obligé, en fait, c'est de s'éduquer en fait, à ces différentes plateformes, de lire ces conditions générales d'utilisation pour comprendre l'environnement dans lequel on va opérer. Je vous avoue, oui, c'est un peu abrupt. Donc en fait, le rôle du juriste et de l'avocat en fait, peut être extrêmement facilitateur. Un grand nombre de plateformes, puisqu'on parlait de la question de la création de contenu et des contenus générés, en fait, ont un principe en fait cardinal, c'est le principe de la non-appropriation et de la non-exploitation des contenus qui sont générés par les utilisateurs. Ça signifie concrètement que les utilisateurs vont être dépossédés en quelque sorte en fait, de leur création au profit en fait, de la plateforme qui pourra les exploiter librement. D'autres plateformes en fait, ont été un peu plus respectueuses, on va dire, du droit des créateurs et du droit des auteurs, qui me tient particulièrement à cœur, en fait, étant français et promoteur en fait, du droit d'auteur à la française, qui est extrêmement important, ou certaines plateformes comme Roblox, j'en parlais en fait, précédemment, ont mis en place en fait, un système assez vertueux dans lequel les créateurs de contenu vont garder la propriété en fait, de leurs droits et vont organiser en fait, une licence assez globale, non exclusive, mondiale et irrévocable au profit de la plateforme pour qu'elle puisse exploiter en fait, les contenus, mais ils restent propriétaires en fait, de ce qui est généré par eux-mêmes. On voit qu'il y a des lignes de fond en fait, extrêmement différentes selon les plateformes. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité justement à prendre connaissance en fait, de ces conditions générales d'utilisation. Après, ce monde du métaverse en fait, ouvre de nombreuses difficultés en fait, dans l'exercice en fait, des droits. Je ne sais pas si on a quelques minutes en fait, pour en parler. Il y a la question en fait, de l'identification en fait, des utilisateurs qui est une problématique qui n'est pas à proprement liée au métaverse, mais que l'on rencontre également en fait, au regard de ces technologies. Problématique d'identification qu'on retrouve en fait sur les réseaux sociaux, puisqu'on peut créer un avatar sans que soient divulguées en fait nos propres identités personnelles. Donc aujourd'hui, il y a des réflexions qui existent en termes de régulation pour avoir un tiers de confiance qui permettrait en fait de sécuriser davantage, en tout cas, les interactions qui peuvent exister sur les métaverses. Une autre difficulté qu'on peut avoir, je parle d'un retour d'expérience en fait vraiment très pratique, c'est sur la collecte de preuves. Lorsqu'on a des infractions sur le métaverse, dans le monde physique, on a recours à un huissier de justice ou un officier ministériel en fait, qui a une autorité publique pour collecter en fait, la preuve de l'infraction et la conserver. Dans le monde du métaverse, on n'a pas aujourd'hui en fait, d'huissier de justice avatarisé. Mais pourquoi pas? C'est cours d'arbitrage au métavers. Mais ça fait partie justement en fait, de solutions en fait, où les juristes en fait, doivent être force de proposition pour créer justement des instances de régulation dans le métaverse pour pouvoir collecter la preuve, mais surtout la conserver.
ce qui est extrêmement en fait, compliqué en fait, aujourd'hui. Juste une question sur ce que vous évoquez à l'instant, le pourquoi pas. Est-ce que, et vous le dites, les avocats, les juristes doivent être force de proposition. Est-ce que vous dialoguez, alors si je prends le cas de la France avec par exemple le France Méta, est-ce que vous dialoguez avec ces associations qui créent des métaverses notamment et auprès de qui d'ailleurs sont très ouverts sur le sujet, travaillent avec la gendarmerie nationale, donc on voit qu'ils vont sur cette volonté d'accompagner la régulation. Est-ce que vous échangez avec eux pour proposer justement votre vision et ces éléments qui pourraient être très utiles pour les utilisateurs? Oui, alors aujourd'hui, ce sont des enjeux nouveaux et en fait qui sont en train de se façonner par la pratique. Moi, je vous parlais de cette difficulté parce que je l'ai rencontrée dans mon métier en fait, dans mon métier d'avocat. Ça peut venir en fait d'un relais en fait, soit du législateur, soit de l'État. Puisqu'en fait, quand on parle en fait d'huissier de justice en fait, ou d'officier ministériel, en fait, il y a une charge en fait, publique. Donc en fait, un avocat ou un juriste ou même une association, en fait, aujourd'hui, ne peuvent pas se suppléer en fait, à ce rôle qui est extrêmement important dans le cadre de la charge de la preuve, dans le cadre d'une action en justice, qui est cette collecte en fait, de la preuve. Mais ça fait partie, en fait, oui, des réflexions en fait, à avoir et de les avoir en fait, assez rapidement, puisque ces univers en fait, évoluent en fait, très vite et on voit que les infractions peuvent être multiples. Donc là, c'est un sujet dont devrait se saisir, par exemple, le Parlement ou le Sénat en France sur ces sujets-là, c'est ça? Tout à fait, enfin, et pas qu'en France, en fait, oui, je parle pour la France, mais je voulais voir avec Taoufik sur le Canada et ailleurs. De mon point de vue, il y a des choses que les plateformes peuvent faire aussi pour aider avec créer des systèmes de réglementation ou des systèmes de régler leurs différences à l'intérieur du métavers. Un bel exemple, c'est dans les termes généraux de service d'une plateforme de métavers qu'ils font une point exclusif pour une cour d'arbitrage qui a été créée par une boîte d'arbitrage qui va être en fait l'arbitre pour toutes les transactions commerciaux, business to business sur le métavers. Donc, si ça se fait avec des procédures qui sont fiables et que c'est une cour d'arbitrage qui était réputée, il y a beaucoup de gens qui en ce moment utilisent des cours d'arbitrage différents comme le International Arbiters Association, des affaires de genre. Là, nous pouvons aussi faciliter la façon de régler des différends entre plusieurs personnes dans le métavers. Il y a aussi des façons technologiques qui peuvent être mises sur point. Il y a le concept d'Oracle qui existe en blockchain ou dans le smart contract. Ce que vous faites, c'est que vous faites une condition qu'une tierce partie doit trancher sur un certain point avant de transiger ou avant d'envoyer un certain nombre de cryptoactifs. Il y a aussi le concept de smart contract où vous pouvez, en fait, quand vous voulez faire une transaction en smart contract, c'est la meilleure façon de protéger contre le risque de contrepartie parce que vous pouvez en fait créer ce qu'on appelle une multi-signature et là, les deux parties devraient dire oui, on a reçu le bien. Mettons dans votre cas de vous achetez des sneakers de Skechers, vous mettez l'argent dans la smart contract et vous devez en fait signer que vous allez reçu ou vous avez reçu les souliers avant de renvoyer l'argent. Est-ce qu'il y a des échanges au Canada sur ces sujets de réglementation, de régulation du métaverse? Comment ça se passe? Mais en ce moment, au Canada, il y a plusieurs situations qui existent. Il y a d'abord la situation au niveau du gouvernement fédéral. Sur le gouvernement fédéral, en fait, puisque nous sommes membres de la FATF, qui était en fait l'organisme global qui crée des réglementations, des recommandations sur le blanchissement d'argent, le gouvernement fédéral a décidé de suivre ces recommandations quand même intimement. Au niveau du gouvernement provincial, les débats, c'est surtout sur
la valeur mobilière et le fait que beaucoup de ces crypto-actifs sont des valeurs mobilières au niveau de la loi ici au Canada. Fait qu'ils sont en ce moment essayés de créer un régime régulatoire qui est semblable à un courtier de valeurs mobilières parmi les commissions de valeurs mobilières de chaque province. Donc c'est ça qui est plus intéressant en ce moment que le métavers et ce type d'espèce d'arbitrage ou whatever qui existe dans le métavers. Mais je dis ça tout le temps, les gouvernements sont toujours 3-5 ans plus tard. Donc, viennent de commencer à parler de DeFi. Et ça, c'est quelque chose qui est sorti peut-être en 2018-2019. Fait que oui, pour le métavers, on va leur donner un autre 3-4 années. 3-4 années. Alors, ce qui est positif, c'est qu'on se retrouvera ici dans 3-4 ans Ouais, pour 100%, la Xème édition du FIC et on fera le point. Où est-ce qu'en sont les politiques sur ce sujet? Vous serez avec nous, Oui, to j'espère FIC, que oui. je n'en doute pas. Drew, would you like to add something? Yes, Final point. I was just going to add as well on the concept of the of potential needs for regulation in this in the metaverse. I mean, even another area to consider is with respect to the conduct for businesses, the conduct of their employees, because those businesses that have a physical presence here that wish to expand, and many are rapidly develop a metaverse presence. Well, you know, here, if there's a liability for misconduct of employees, whether it be fraud or harassment or etc. The same is going to have to be developed in the metaverse. You know, an employee that's meeting all the rules here in the physical world, they might be, you know, harassing people, bullying, conducting, you know, fraudulent schemes against, you know, against other, I'll say, public members of the metaverse. So, you know, companies, as they become involved in metaverse transactions and deploying their, let's say, employee avatars in the metaverse, they're going to have to keep these codes or develop these codes of conduct for the metaverse just like they exist here in the physical world. Il nous reste 2 minutes. On peut prendre une question dans la salle. Alors, y a-t-il une question? Vous avez un micro qui est à votre disposition juste au milieu de la salle. Y a-t-il une question que vous souhaitez adresser à nos invités avant que nous terminions cette session? Pardonnez-moi, je ne sais pas si quelqu'un lève la main parce que j'ai les projecteurs et donc je ne vois pas grand-chose. Il n'y a pas de questions? Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Thank you. Oh, it was a pleasure. C'était un plaisir de vous accompagner. Merci à vous de nous avoir suivis. Les débats, bien sûr, continuent tout au long de la journée. Et puis, on aura le plaisir de se retrouver l'année prochaine pour continuer à parler du sujet métaverse. Et puis, évidemment, Toufik nous a projeté dans 5 ans. Donc, on sera encore au rendez-vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Un grand merci.